Bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle conférence sur la facturation et la généralisation de la facture électronique en France. Mais pour commencer, laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire qui a tout d'un thriller. Suspense, enquête et bien entendu un happy end. Alors, tout commence avec un fournisseur qui travaille avec une multinationale basée à l'étranger. Tout se passe bien, les factures sont payées, surtout payées en temps et en heure. Bref, un monde parfait jusqu'au jour où une facture reste impayée. Branle-bas de combat, le service comptabilité relance, fait son travail sans réponse. Ils insistent, toujours rien. Finalement, ils contactent la comptabilité du client et la surprise, la facture a bien été payée en temps et en heure. Mais alors, où est passé l'argent? L'enquête commence. En vérifiant les comptes, le fournisseur ne trouve aucune trace du paiement. Il demande une preuve à son client et c'est là que le mystère s'éclaircit. La facture a été falsifiée. Les coordonnées bancaires ont été changées, modifiées. La facture a bien été payée, mais sur un compte inconnu. Sauf que le fournisseur, lui, sait une chose. En vérifiant ses comptes, il utilise la facturation électronique pour se payer. Il utilise pour cela une facture hybride, ce que l'on appelle ici aujourd'hui facture X, avec une signature numérique et un identifiant unique transmis par l'administration fiscale, qui contient toutes les informations de la transaction, y compris les coordonnées bancaires. Or, la facture que le client lui montre est un simple PDF. Il y a anguille sous roche. Grâce à cette traçabilité de la facture électronique, le fournisseur a prouvé vis-à-vis du client que la fraude ne vient pas de lui, que sa facture originale ne contenait pas effectivement ses coordonnées frauduleuses, et le client dupé reconnaît son erreur, il a été victime d'une escroquerie, et pour préserver la relation d'un de ses fournisseurs préférés, régularise immédiatement la situation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le client lance une enquête et découvre que la fraude vient en interne. J'ai oublié de vous dire le montant. Nous parlons d'une facture de quelques millions de dollars. Plusieurs millions de dollars. Sans outils numériques avancés, impossible de détecter la manipulation avant qu'il ne soit trop tard. Il n'y a pas eu de rapprochement, de réconciliation. Alors, quelle est la morale de cette histoire? Vous allez me dire. C'est pas pour vous faire tomber amoureux de la facture électronique, pas du tout. Mais elle montre que la facture électronique n'est pas juste une évolution technique ou réglementaire. Et surtout, c'est un véritable rempart pour la fraude, pour votre entreprise, une protection essentielle pour votre entreprise. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Marc Daman, référent sur le sujet de la facturation électronique et représente Simtrax auprès des instances régaliennes et privées, contribuant ainsi aux discussions stratégiques et aux évolutions réglementaires de la facturation électronique. Et alors, j'ai le plaisir d'être accompagné pour la première fois par Justine Aude. Justine Aude, bonjour. Bonjour à tous. Je te rapproche par rapport au micro. Oui. Voilà, Justine Aude, qui est tout simplement notre rédactrice en chef sur tous les sujets de blog et en particulier sur la facturation électronique. Et nous sommes également accompagnés en coulisses par Océane, qui sera notre modératrice sur ce webinaire. Alors, Justine, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Eh bien, on a beaucoup de choses dans ce programme-là. Alors, pour commencer, on va faire un point sur la réforme de la facturation électronique et notamment les changements qui ont été apportés depuis le communiqué de presse du 15 octobre 2024. Dans un second temps, donc, on vous donnerons des conseils pour choisir la solution qui est la plus adaptée à votre entreprise. Ensuite, pourquoi choisir notre solution? On présentera notre solution Complot Weavers Platform. Et ensuite, on va vous parler un peu plus en détail de notre savoir-faire et on aura une session de questions-réponses à la fin de notre présentation. Voilà un petit peu le programme. Merci Justine. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est terminer les histoires. Plus de grands discours sur notre savoir-faire, sur ce qu'on sait faire, etc. On en parlera quand même un tout petit peu à la fin, mais du concret, que du concret. Ce qui va changer pour vous, ce qui reste effectivement tel qu'était avant le communiqué du 15 octobre et surtout les clés pour que vous puissiez avancer sereinement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Justine, je pense qu'il est essentiel que tu nous rappelles un tout petit peu la définition d'une facture électronique selon la réforme. Mais avant cela, je te propose de faire un petit sondage avec nos participants. Vous allez avoir quelques minutes, je vais ouvrir les votes. C'est tout simplement pour comprendre où est-ce que vous en êtes dans la facturation électronique. Vous avez le choix
vous n'avez qu'une seule réponse. Hein. Parmi les 4 ou 5 propositions, je crois, vous allez avoir que quelques instants pour répondre à cette facturation. Et nous allons pouvoir avancer entre-temps sur ce qui ne change pas. Il n'aura été échappé effectivement à personne que le 15 octobre dernier, la DGFiP a donc publié ce nouveau communiqué de presse qui a changé le nez de Cléopâtre, mais pas uniquement. Donc nous avons pensé que c'était important pour vous de revenir sur les conséquences de ce communiqué, à commencer par ce qui ne change pas. Et dans ce qui ne change pas, c'est la définition de la facture électronique. Alors oui, qu'est-ce que la facture électronique? Alors, on va regarder parce que je ne sais pas si au niveau du sondage, du sondage, où est-ce qu'on en est? Oui, il y a plusieurs personnes qui ont déjà répondu. Plusieurs personnes qui ont déjà répondu. C'est assez intéressant. En phase d'analyse et de préparation, majoritairement, nous utilisons déjà la facturation électronique. C'est très intéressant également parce que ça va nous permettre d'échanger vis-à-vis de la communauté, bien entendu. Et une solution a été sélectionnée. Ça veut dire que, j'espère, toutes les étapes que l'on va vous montrer, vous êtes passés au travers de ces étapes. On continue vers le webinaire. Alors, qu'est-ce qu'une facture électronique? Donc oui, dans le cadre de la réforme, une facture électronique, c'est une facture qui est émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée et qui comporte nécessairement un socle minimum de données structurées. Ce qui la différencie d'ailleurs des factures papier ou des PDF ordinaires. Donc, les factures qui sont transmises par voie électronique, eh bien, il faut qu'elles garantissent donc 3 critères, dont l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité de la facture. Et donc, cette facture électronique devra suivre l'un des 3 formats du socle compatible avec la norme européenne EN 700-931, à savoir les deux 16-931. 1600-931. Ah, 900, voilà. C'est son accent. C'est bien pardon. ça. Excusez-moi. Des petits conflits internes. Et donc, à savoir 2 formats XML, hein, donc UBL C2I, le format mix FactureX, donc qui comprend un fichier PDF et des données structurées XML et EDI. Voilà, et c'est vrai que c'est l'article 289 bis du Code général des impôts qui va définir cet article qui va définir justement les contours de cette facturation. Alors, dans l'authenticité, l'intégralité et la lisibilité, on voit bien que la lisibilité ne sera plus au cœur de ces échanges de la facture électronique. Ce qu'il faut retenir en conclusion sur la facture électronique, c'est que aujourd'hui, les mentions obligatoires devront être sur format structuré. Les mentions obligatoires sont celles attendues par l'administration fiscale. En gros, c'est ça. Si vous faites du format structuré, mais que les mentions obligatoires ne sont pas sous format structuré, ce n'est pas de la facture électronique. Je pense notamment dans le cas de Chorus, on y reviendra. Pour ceux qui utilisent déjà le portail public de facturation, vous pouvez déposer un format XML, mais il ne s'agit pas des mentions obligatoires. C'est un PDF qui est intégré dans un XML. Donc, vous voyez, il y a plusieurs subtilités et on va essayer d'y répondre. Merci beaucoup, Justine, pour ces précisions au niveau, effectivement, de cette définition. Et la loi de finances pour 2024 a fixé le calendrier d'application de cette réforme. N'est-ce pas, Marc? Oui. Alors, ce que je peux vous dire, c'est pourquoi on a décidé de le faire aujourd'hui, cette conférence. C'est pas venu de nulle part. C'est pas sorti du chapeau. C'est tout simplement que vendredi dernier, j'ai pu me rendre à Bercy et participer à la communauté de relais pour une des 10e réunions de travail. Dans cette réunion, nous avons rencontré la Direction générale des finances publiques et l'AIFE, qui sont le maître d'ouvrage, je dirais, et le maître d'œuvre, l'architecte, entre guillemets, de cette réforme. Et nous avons pu discuter avec tous les intervenants et l'ensemble des plateformes privées, auxquelles, effectivement, Simtrax, on en reviendra, en fait partie. Et à partir de là, il y a un calendrier qui a été confirmé. Et au sein de ce calendrier, avant de rentrer sur vos obligations, il y a une préparation. Et la préparation va se faire en 2 étapes. Ce que vous voyez au-dessus, ce sont tout ce qui va être en lien avec les décrets, les amendements qui vont être publiés, notamment dans la loi de finances 2026, c'est-à-dire à partir de septembre de cette année. On l'a vu cette année, Justine, la loi de finances a subi quelques décalages dans le temps. On espère que ce ne sera pas la même chose l'année prochaine. On ne peut pas le savoir. En tout cas, la rédaction de texte est en train de se réaliser dans le trimestre 2 de cette année. T3, T4, nous allons avoir l'adoption par la loi de finances 2026 et à partir de 2025, fin 2025, nous allons avoir la levée des réserves sur les immatriculations. Nous y reviendrons. Côté technique, je dirais, de la réforme, eh bien, on a commencé. Les travaux ont commencé, les tests et la qualification ont commencé. Et depuis le 1er mars 2025, tout ce qui est interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser l'annuaire, on y reviendra sur la définition. Et surtout, pour vous, vous allez voir
que dans le cadre de votre préparation, en T2, à partir du mois de juin, l'ouverture de l'annuaire en consultation sera d'une importance capitale pour vos entreprises. Ouverture du service de déclaration, bien entendu, et puis l'immatriculation qui sera réservée. Justine, si je me concentre maintenant sur nos participants, vous êtes en 2 vagues, ça a été confirmé. Le 1er septembre 2026 a été confirmé. Et dans cette confirmation, nous avons toujours les 2 volets, le e-invoicing et le e-reporting. À partir du 1er septembre 2027, seuls en émission interviendront effectivement les grandes entreprises, les PME et les TPE, puisqu'à partir de 2026, nous avons la réception et l'émission. Donc là, il y a un petit raté dans le… Ah non, ah d'accord, réception, émission. Non, c'est pas premier. Là, c'est un petit raté. L'émission, c'est… On confirme. Hein. L'émission et la réception pour les grandes entreprises et les ETI, c'est bien au 1er septembre 2026. Ce n'est pas au 1er septembre 2027. Donc, un tout petit raté au niveau de… on le changera sur le document que vous allez récupérer. Par contre, au niveau des PME et TPE, la réception 1er septembre 2026 et l'émission du e-reporting et de la facture électronique au sens de la définition que nous a donnée Justine, c'est à partir du 1er septembre 2027. Ce calendrier, il a été confirmé par l'administration. Et on va le voir pourquoi. C'est une des conséquences justement de ce communiqué du 15 octobre. Alors, maintenant qu'on vous a réexpliqué le calendrier, Justine, on peut redéfinir les objectifs de l'administration fiscale. On va y passer rapidement parce que vous les connaissez un petit peu, mais néanmoins, c'est toujours intéressant. Oui, la facturation électronique, elle poursuit quand même plusieurs objectifs. Déjà, premièrement, renforcer la compétitivité des entreprises par différents points comme la réduction des tâches administratives de création, d'envoi, de traitement des factures qui font perdre énormément de temps aux équipes comptables. Ensuite, de simplifier les déclarations de TVA qui seront déjà pré-remplies grâce à la collecte des données de facturation, de lutter contre la fraude fiscale et enfin de suivre en temps réel les activités des entreprises, puisque le but ici global est de transformer entièrement la gestion financière des entreprises. Voilà, on a vu que la lutte contre la fraude, c'est pour vous, mais c'est aussi pour l'administration, bien entendu, dans le cadre de la collecte de la TVA. Et les ambitions de cette réforme sont importantes. Et ici, on va parler des ambitions techniques de l'administration fiscale. Donc, nous avons 3 ambitions, enfin l'administration fiscale. Et on voit bien que dans le temps, dans certains pays ont choisi, et notamment ce matin, on a encore appris vis-à-vis de l'Allemagne, qu'elle a choisi de dissocier et différencier dans le temps les éléments de e-invoicing au sens échange de factures et les éléments de e-reporting au sens de déclaration des mentions obligatoires. Et puis, nous avons un 3e aspect qui est le cycle de vie de la facture. Et bien, la France a décidé de combiner et d'avoir ce triptyque au niveau des ambitions du invoicing, e-reporting et du cycle de vie. C'est ce qui fait qu'il y a eu quelques petits ratés. Cette ambition est importante, mais elle est atteignable. Et on va le voir pourquoi. Alors, dans ces 3 définitions, je propose effectivement, Justine, qu'on revienne sur ce que définit le invoicing. Oui, qu'est-ce que le e-invoicing, la facturation électronique, dit invoicing? Ça concerne l'ensemble des opérations d'achat et de vente de biens et ou de prestations de services qui sont réalisées entre des entreprises qui sont établies en France et qui sont assujetties à la TVA. Donc on appelle ça des opérations dites domestiques, c'est-à-dire qu'elles concernent le territoire national. Et donc, toutes les entreprises, à savoir plus de 8 millions d'entreprises, sont concernées par ces échanges. À partir du calendrier, bien entendu, l'obligation est progressive. Ensuite, nous avons… le 2e volet, qui est donc le e-reporting. Alors, le e-reporting, on l'a compris. C'est vrai que c'est un peu d'une complexité. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on échange déjà des factures avec nos clients, nos fournisseurs. Donc, je dirais que on est sur un terrain que l'on connaît quand même. On n'en connaît pas les modalités, qu'elles soient techniques ou effectivement fiscales. Mais néanmoins, on sait comment ça se passe. Au niveau du e-reporting, les déclarations se font en fin de mois. On fait des déclarations en fin de mois ou au trimestre en fonction de votre régime fiscal. Et là, on va devoir faire une déclaration en quasi temps réel de ces transactions. Alors, ces transactions, ça concerne quoi? La première, c'est qu'il faut bien comprendre ce que c'est que le B2B international. Et le B2B international se divise en 2 parties. Tout d'abord, l'acquisition. Et à ne pas confondre avec l'importation de biens. Car vous savez que les importations de biens, vous déclarez ça déjà en douane. Donc, à partir de là, il est important de comprendre ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait de la B2B internationale en acquisition de biens? Est-ce qu'on fait effectivement de l'importation? Parce que les importations, nous n'aurons pas à les déclarer, elles ne rentreront pas dans le cadre de la réforme.
Et puis ensuite, il y a le B2B international, la vente. Souvenez-vous de l'histoire que je vous ai racontée au début. On est tout à fait dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'en plus d'émettre les informations vers la plateforme de l'État du client distant, il aurait fallu déclarer ces informations, uniquement les mentions obligatoires. Et donc, là, les mentions obligatoires, quand on est dans le B2B international, correspondent à une facture. Nous restons dans l'échange de factures, Justine. On reste dans l'échange d'une facture entre un fournisseur qui est soit intracommunautaire. On rappellera que Vida a été finalisé également le 11 mars de cette année, date de la victoire du PSG contre Liverpool d'ailleurs, je tiens à le signaler. À partir de là, c'est une date historique aussi pour l'Union européenne parce qu'on va devoir déclarer plus rapidement au niveau européen les échanges intracommunautaires et au niveau international. Dans les ventes, effectivement, c'est la même chose. Et on a déjà la création d'une facture. Donc, l'idée, c'est de convertir cette facture et d'en extirer les mentions obligatoires. Donc là, nous avons une facture reçue, une facture déclarée, une facture envoyée, une facture déclarée. Et puis, il y a un troisième aspect. Le troisième aspect de ce triptyque, c'est le B2C. Si vous êtes effectivement sur des ventes, je discutais la dernière fois avec quelqu'un au cours du salon Top DAF qui était un fleuriste. On comprend bien qu'il est à la fois confronté au B2B, à la fois international, puisqu'il va acheter des plantes, par exemple, à Amsterdam. Et donc, à partir de là, il va les revendre à travers son réseau de fleuristes. Le réseau de fleuristes qui va le revendre également aux particuliers. Donc, on voit qu'il y a tout un tas de mécanismes à comprendre. Et là, on se retrouve dans le B2C. Et là, contrairement à tout à l'heure, nous sommes sur une somme. Nous allons donc pouvoir cumuler de manière quotidienne et déclarer par décade, en fonction de votre régime fiscal, les informations de l'administration fiscale. Et alors, bonne nouvelle, autant dans le B2B international, on se doit de déclarer quelle est la personne qui va recevoir, autant dans le B2C, c'est anonyme. Le respect de la RGPD est total. Beaucoup moins d'informations à transmettre, juste un récapitulatif. L'État, en gros, elle veut juste savoir combien de TVA elle va collecter. C'est tout. Donc ça, ce sont les triptyques de cette partie reporting. J'espère que les choses sont un tout petit peu plus claires de votre côté. Et qu'en est-il du cycle de vie alors, le troisième volet qu'on peut aborder ici? Alors le cycle de vie, c'est complètement nouveau aussi. C'est un nouvel aspect et le cycle de vie, aujourd'hui, on le fait à la mano. On le sait, notre service comptable, tout simplement, il sait qu'il a réceptionné la facture. Éventuellement, il ne le sait pas s'il n'a pas reçu par email, s'il n'a pas de solution qui centralise, mais à la rigueur, il le sait. Et là, le problème du cycle de vie, c'est qu'on va devoir informer en temps réel l'ensemble des acteurs de la chaîne de facturation, de l'émission de la facture à partir du fournisseur jusqu'à sa réception, en passant par tous les intermédiaires que l'on va voir ensemble, c'est-à-dire les acteurs comme les plateformes privées. Et donc, à partir de là, il va y avoir des statuts obligatoires. Et également, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que la France a une particularité au niveau de la TVA. Il y a les TVA sur débit, dans la vente de biens, et la TVA sur encaissement, dans le cadre de la vente de services. Et c'est pour ça qu'ici, on voit un statut encaissé. Et c'est le fournisseur qui aura le droit, effectivement, d'avoir 3 statuts obligatoires déposés. J'ai déposé ma facture à ma PDP d'émission. J'ai complété cette facture parce qu'elle a été mise en litige ou elle a été suspendue. Et j'ai encaissé le montant de ma transaction dans le cadre de la TVA sur encaissement. Et puis, de l'autre côté, nous avons effectivement aussi des obligations pour l'acheteur. Nous avons la mise à disposition, la prise en charge, rejetée d'un point de vue technique, c'est-à-dire que ce qui est intéressant quand on dit que la facture est déposée, c'est quoi? C'est qu'en temps réel, nous allons vous indiquer si votre facture est conforme. Conforme fiscalement, pas d'un point de vue métier, bien entendu, mais au moins à ce niveau-là en termes de déclaration. Et à partir de là, si vous avez adressé correctement cette facture, on l'a vu, c'est l'annuaire qui va jouer un rôle central dans cette chose-là. Et après, on peut refuser, bien entendu. Ça, c'est des refus métiers, ce que l'on appelle. Et à partir de là, on va déclarer que le paiement a été transmis également. Donc, on voit bien que ce cycle de vie en temps réel, il faut un mécanisme, un automatisme pour le faire en temps réel. Et ça, c'est complètement nouveau et il va falloir se préparer. Donc, tout ça n'a absolument pas changé dans le cadre du communiqué du 15 octobre. Alors, qu'est-ce qui a changé? On passe maintenant justement à ce qui a changé depuis ce communiqué. Tout d'abord, un renforcement du cadre juridique et réglementaire. Et ça, c'est très important. Et par ce renforcement, nous commençons par la création. Je salue d'ailleurs Cyril Sotoro, qui a été nommé président de cette commission de normalisation AFNOR. Qu'est-ce que c'est que cette commission de normalisation AFNOR, Justine? Oui, donc une commission AFNOR a été créée en janvier 2025 pour prendre en charge la description d'une norme, socle commun de fonctionnement entre plateformes de dématérialisation partenaires, les PDP,
ainsi qu'entre systèmes d'information des entreprises. Donc, elle aura pour mission plusieurs missions d'ailleurs. Elle aura déjà pour mission une coordination entre instances nationales et les instances européennes. Elle aura aussi pour mission de publier la documentation fonctionnelle et technique sur les formats du socle minimal ainsi que sur les cas d'usage. Et enfin, elle aura également pour rôle de recueillir les besoins spécifiques des secteurs afin de les accompagner au mieux dans l'application de cette norme. Absolument. En résumé, c'est la pierre angulaire du système aujourd'hui. Celle qui va produire le cahier des charges de toutes les plateformes privées. Ça, c'est le premier point. Plusieurs groupes de travail ont été donc créés sur la normalisation des factures, le cycle de vie, on a vu ces éléments-là, des groupes des cas d'usage. Rappelez-vous, avant le communiqué du 15 octobre, vous aviez l'ensemble des cas d'usage à respecter fiscalement. Aujourd'hui, ils ont disparu des spécifications puisque les spécifications publiées en cette fin d'année 2024 ne sont plus à destination des entreprises. C'est plus à vous de construire le mécano, mais c'est à nous, plateforme de dématérialisation. Et c'est justement cette commission qui va en assurer le bon fonctionnement. Autre groupe d'usage du reporting, e-reporting, pardon. Groupe de maintenance internationale. Il n'y avait pas d'instance qui représentait l'État français au niveau européen dans le cadre de la facturation électronique. C'est maintenant réparé. Et bien sûr, il y a un groupe de travail sur toute la partie standardisation. Comment tous les acteurs de l'entreprise, le système d'information, les opérateurs de dématérialisation, les plateformes vont travailler à travers la mise en place d'API ou d'un protocole effectivement de communication. Donc, on voit bien qu'il est central sur cette partie-là. On peut maintenant parler de PayPal. Et autre membre, autre nouveauté, l'autorité PayPal qui commence à monter en puissance au niveau de la France. Cette autorité, en fait, c'est quoi? PayPal, c'est un réseau d'échange, un écosystème mondial pour l'échange des factures électroniques, mais pas uniquement. Tout document commerciaux peut transiter par cette plateforme. Donc, on en définit la qualité. Est-ce que c'est une facture? Est-ce que c'est une commande? Et c'est une association internationale. Et on peut être un petit peu cocorico parce que la France a participé à la création effectivement de cette association et c'est français qui a été développé à l'international. Quelques chiffres. 20 pays avec une autorité PayPal. Et la France a décidé devenir une autorité PayPal, ce qui manquait en France aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une commission AFNOR qui dit comment on va pouvoir discuter entre nous, échanger, et l'autorité PayPal qui arrive comme une couche supplémentaire pour assurer ce cadre théorique, ce cadre juridique et ce cadre technique, surtout au niveau des instances. 41 membres à travers l'international et aujourd'hui, c'est plus de 1 600 000 entreprises, entités qui réceptionnent une facture à partir du réseau PayPal, pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Puis il y a eu quelques changements majeurs, mais le schéma Y a été finalement conservé avec quand même quelques subtilités dont tu peux nous parler maintenant. Alors oui, je suis allé un peu vite là dans mes trucs. Le fournisseur va devoir maintenant obligatoirement passer par une plateforme d'émission pour émettre sa facture au format électronique. À la rigueur, ce qui n'est pas encore bien défini, c'est la commission AFNOR qui va le faire, comment le fournisseur devra adresser la PDP. Sous quel format? Quelle forme? On s'en fiche. À la rigueur, ça ne rentrera pas dans le cadre de la commission. Ça restera entre un contrat commercial, entre le fournisseur et sa PDP d'émission. Je dis une PDP d'émission, Justine, mais ça peut être plusieurs. Tout à fait. Ça dépend effectivement des canaux de tout ce qu'on va faire. La deuxième, c'est à partir du 1er septembre 2026, là, toutes les entreprises, vous allez devoir sélectionner une PDP de réception. C'est obligatoire. Sinon, vous ne pourrez plus recevoir de factures. Alors, c'est pas grave, vous n'allez plus les payer, vous allez me dire. Mais enfin, ça va créer quand même une petite contrainte vis-à-vis des relations que vous pouvez avoir avec vos fournisseurs. Et l'acheteur va donc récupérer ça. Les PDP, maintenant, c'est plus à vous de vous en occuper. Nous allons nous assurer de la mise en conformité des données et les transmettre à l'administration fiscale. Vous avez vu sur le schéma, je ne sais pas, Justine, tu l'as vu, le PPF a disparu. Ouais. On appelle ça maintenant le CDD, le concentrateur de données. Voilà. Et ce CDD, il va avoir plusieurs missions, y compris l'annuaire central, on y reviendra, pour les assujettis. Et c'est lui, uniquement lui, qui devra transmettre à l'administration fiscale, effectivement, les informations. Donc, les PDP échangent. Là, vous avez vu, c'est ici, là, au centre, que l'AFNOR va interagir. L'administration fiscale, elle va interagir sur les flèches bleues. L'AFNOR, un petit peu au centre, comment on va discuter, entre fournisseur PDP, contrat commercial. Entre PDP réception, acheteur, contrat commercial. Il peut y en avoir une ou plusieurs. Et il manque quelqu'un.
il manque effectivement, sur ce côté-là, qu'est-ce qui va se passer sur Chorus? Alors, nous avons été sélectionnés pour nous occuper du groupe de travail sur Chorus Pro. Donc, nous avons une expérience de plus de 10 ans en la matière. Nous avons participé à la mise en place du projet Chorus Pro dès le départ à partir de 2016. Nous avons été dans toutes le groupe de travail en fait associé à ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une appétence et on a une expertise particulière sur cet environnement. Et donc, on va gérer le groupe de travail sur cette partie Chorus Pro. Aujourd'hui, il existe quelques contraintes juridiques parce que vous devez déposer une facture en votre nom et non pas la PDP. Et donc, à partir de là, il se trame dans les couloirs que vous allez pouvoir transmettre automatiquement, comme aujourd'hui, sans rien toucher, votre facture au portail Chorus Pro. Peut-être, Justine, une seule modification, le format de la facture. Car je l'ai expliqué en introduction, ce n'est pas forcément une facture électronique, puisque les mentions obligatoires sont un PDF. Donc, ça pose souci. Donc, voilà ce qu'on est en train de travailler. Et puis, l'idée, c'est que cette plateforme Chorus Pro devienne la PDP de réception du secteur public, et non pas du public, hein, du secteur public, j'ai bien dit. Tous les établissements publics, de l'État aux établissements publics de santé, etc., sauf quelques cas spécifiques, quelques exceptions qui ont été définies dans le cadre de cette réforme. Donc, nous avons Chorus Pro, et maintenant restera, c'est Chorus Pro qui va transmettre les données effectivement à l'administration à travers le CDD, et puis derrière, il est en train d'être composé comment une PDP va pouvoir, elle aussi, dialoguer avec la PDP Chorus Pro, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est réalisable et faisable en l'état actuel des choses, mais ce sont les groupes de travail que nous allons devoir, sur lesquels nous allons devoir, les sujets sur lesquels nous allons devoir travailler sur cette année 2025. Alors, le nouveau rôle du PPF, il en avait 3, mais il ne s'appelle plus PPF. Maintenant, concentrateur de données, tout à fait. Mais pour rappel, le PPF, je rappelle quand même, devait proposer un service minimum gratuit de facture électronique pour les entreprises, en alternative au PDP. Donc finalement, ce qui a été décidé, c'est que le PPF se limitera à un service d'annuaire central des entreprises, indispensable aux échanges entre les plateformes, d'un concentrateur de données, comme on l'a dit précédemment, permettant leur transmission à l'administration fiscale. Donc finalement, le portail public de facturation PPF ne sera plus une plateforme d'échange de factures électroniques. Voilà. Se pose la question pour ceux qui déposent à la main sur Chorus Pro, est-ce que vous pourrez le faire? Vous avez vu, j'ai mis une flèche bleue, donc pour l'instant, c'est toujours possible. Mais par contre, dans le cadre des échanges avec le privé, vous n'aurez pas de portail, sauf contrat commercial. Nous, par exemple, dans notre solution, on va proposer effectivement le dépôt manuel d'une facture. Bon, ça, c'est en aparté. On n'était pas là pour parler de nous, on l'a dit au début. Alors, ce que je te propose, Justine, c'est de faire un focus sur cet annuaire pour bien comprendre ce que ça signifie. Vous avez vu dans le calendrier, je vous ai expliqué qu'il va être disponible en juin. Alors, on peut se dire, oui, c'est une information comme une autre. Elle est capitale. On va le voir notamment pour créer votre référentiel au niveau de vos clients. Parce qu'il faut mettre tout ça en musique. Et pour mettre tout ça en musique, c'est l'annuaire qui est la clé de voûte du système. Il va assurer la fiabilité de la transmission des factures. On va garantir l'acheminement des factures grâce à cet annuaire. Il va assurer et porter, je dirais, toute l'interopérabilité, un mot un peu barbare, mais qui signifie qu'on sait à qui on adresse. Comme avant, en tout cas peut-être pas toi, Justine, tu ne l'avais pas, mais moi, à mon époque, j'avais l'annuaire que je récupérais à la maison et que je faisais les pages jaunes pour essayer de trouver la personne. Donc, c'était un petit peu ce qui se passe, sauf qu'il est électronique maintenant. Donc là, il va nous permettre d'identifier clairement l'adresse précise du destinataire chargé du traitement de la facture et la personne qui a transmis cette information. Pour être concis, qu'est-ce qu'il va récupérer? Il va recenser les sirènes des entreprises assujetties à la TVA et les sirènes qui y sont rattachées. Et il va être combiné, croisé avec les données de l'administration fiscale. À partir de là, on saura très exactement si l'entreprise avec qui vous travaillez est assujettie à la TVA. Plus besoin de se poser des questions. Vous n'êtes pas obligé d'appeler vos clients pour ça ou vos fournisseurs. En interrogeant l'annuaire en consultation, et on voit les dates, ouverture pour consultation en juin 2025, vous allez être en capacité de pouvoir identifier comment se positionnent vos clients ou vos fournisseurs. Et ça, c'est fondamental. Sinon, vous ne pourrez plus adresser votre facture. Sans adresser votre facture, vous ne pourrez pas être payé. Tout à fait. Alors, maintenant qu'on a défini ce que c'était que le rôle du nouveau CDD, est-ce que tu peux nous préciser, Justine, le rôle des PDP, comment il est défini aujourd'hui après ce communiqué? Les PDP ont plusieurs missions, comme vous pouvez le voir. Déjà, un rôle d'émission, de transmission et de réception de la facture du fournisseur au client.
Ensuite, la conversion de la facture établie par le fournisseur dans un format qui convienne au client, donc dans l'un des 3 formats du socle, hein, comme on l'a vu, tout en garantissant l'intégrité, l'authenticité et la lisibilité des données. Ensuite, ça permettra aussi le contrôle de la validité et de la conformité des informations, le suivi des statuts du cycle de vie, la transmission, bien sûr, des données de e-reporting, et puis la gestion des cas d'usage. Autrement dit, la PDP est là pour assurer toute la mise en conformité de la réforme. Voilà, c'est dit, c'est fait, les rôles sont mieux définis. Avant le communiqué, on pouvait vous proposer un mécano pour le construire et vous deviez comprendre un petit peu tous ces éléments-là. Aujourd'hui, on vous dit simplement, alors ça risque d'avoir un coût, hein, bien sûr, mais néanmoins, c'est les PDP qui vont s'en occuper. Voilà, donc vous pourrez choisir à l'émission ou en réception une ou plusieurs PDP en fonction de vos flux. Donc là, ceux qui ont choisi une solution déjà, peut-être qu'elle pourra être effectivement générique. Alors, ce que je te propose pour cette deuxième partie, c'est maintenant rentrer dans le détail au niveau effectivement des critères et au niveau de la préparation pour les entreprises, pour les gens qui nous regardent aujourd'hui ou en replay. Alors, la première des choses, on va dire des choses simples, basiques, mais importantes. Oui. La première des choses, c'est le statut de votre entreprise. Tout à fait. Déjà, quel est le statut de votre entreprise? Est-ce que vous êtes une PME, une TPE, une micro-entreprise, ETI ou une grande entreprise? C'est la première question déjà à se poser. Comme ça, on a déjà des échéances. Ensuite, la deuxième, c'est tout simplement qui gère votre comptabilité. Vous pouvez être une TPE, vous pouvez faire appel à un cabinet d'experts comptables. Vous pouvez être une PME, vous pouvez faire appel à un cabinet d'experts comptables. Est-ce que vous avez un service interne? Est-ce que vous avez un service externe? Toutes ces questions, il faut vous les poser. Parce que si service externe ou expert comptable, peut-être qu'il aura sa propre plateforme d'émission. Donc, vous n'aurez pas de souci à vous faire. Peut-être que si vous utilisez effectivement le service comptable, votre expert comptable, vous êtes un boulanger, vous êtes en train de travailler, vous travaillez avec votre expert comptable, il va s'occuper de tout. Donc, tous ces éléments-là, déjà, c'est important pour savoir quel est le travail que vous allez devoir réaliser. Et puis ensuite, on en a un petit peu parlé, Justine. Oui, quelles sont les opérations qui sont concernées? Donc, finalement, est-ce que vous êtes dans le cadre d'une transaction B2B domestique, invoicing, e-invoicing ou B2B international, donc addition, vente ou B2C? Et de par notre expérience, on ne sait pas forcément à qui on vend et à qui on achète. Je vous le dis parce que quand on pose la question, on commence à être là. Donc déjà, ce diagnostic, il commence par ça. Et ensuite, j'aurais tendance à dire cartographier les flux existants. Ça signifie quoi exactement, Justine? Déjà, dans un premier temps, de faire un état des lieux de vos processus existants et donc de se poser certaines questions. Donc, par exemple, déjà, quel est le type de facture? Client, fournisseur, avoir, à compte. Donc, identifier ces types de factures. Ensuite, lister les circuits de validation et définir les acteurs qui sont impliqués, le service comptabilité, achat, direction, par exemple. Et puis enfin, déterminer les canaux qui sont utilisés. Est-ce que c'est plutôt papier, PDF, EDI ou via une plateforme dématérialisée? On reçoit déjà des informations. Et donc, si cette plateforme dématérialisée, se posera la question de savoir si elle sera accréditée, immatriculée dans le cadre de la réforme. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui 87, je crois. 87. 87, ouais, on y reviendra tout à l'heure sur la partie PDP. Mais c'est 87, effectivement, en PDP qui ont été finalisés. Alors, ce diagnostic, il se poursuit par les outils en place. Qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui? Quel est l'ERP, le système comptable? Comment vous faites votre comptabilité? Est-ce que la génération des commandes est réalisée en dehors de votre logiciel comptable? Est-ce que ce sont les deux? Est-ce que c'est le même qui adresse les deux? Est-ce que vous faites une réconciliation entre ces commandes et ces factures? Est-ce que effectivement vous avez mettre en place un logiciel pour automatiser une plateforme que vous travaillez? Donc déjà, faire ce premier bilan. Ensuite, existe-t-il une intégration? Se poser la question, comment on va pouvoir s'intégrer avec vos outils existants? Imaginons que vous ayez un outil qui a été développé il y a 25 ans. Forcément, il n'a pas pu suivre toutes les évolutions. Donc, comment on va anticiper la mise à niveau de ce système pour ensuite pouvoir progresser et trouver en fait sa plateforme de dématérialisation? Existe-t-il une automatisation? On a vu, il y a une accélération de la transmission de la facture, une accélération avec le cycle de vie temps réel. Tous ces éléments-là, on doit en tenir compte. Donc, dans ce diagnostic, c'est faire ce premier bilan. Et nous le faisons bien évidemment avec vous. Ça, ce n'est pas un problème. La deuxième chose, c'est, je dirais, analyser les processus et leur efficacité. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est bien? Ouais. Donc, ou est-ce que je souhaite l'améliorer? C'est ça, donc se poser les questions suivantes. Quels sont les délais moyens de traitement des factures, par exemple? Est-ce qu'il existe des points de friction? Est-ce que nous avons des erreurs fréquentes, des retards ou des litiges? Et enfin, comment sont gérées la traçabilité et l'archivage dans notre entreprise? Vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé de l'archivage depuis le début.
Il y a un groupe de travail au niveau de la commission AFNOR, qui est dirigé d'ailleurs par une dame très compétente et qui sera en charge des aspects de l'archivage. Parce que pour l'instant, vous pouvez faire tel que vous le faites aujourd'hui. D'accord? On y reviendra, vous pourrez nous poser les questions à la fin de la session si nécessaire par rapport à cette partie archivage. Mais en tout cas, rien ne change pour le moment. Alors, Justine, nous avons effectivement identifié les outils, nous avons identifié les améliorations. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Qu'est-ce qu'on peut identifier d'autre, pardon? Oui, donc dans un quatrième temps, eh bien, on peut identifier les opportunités d'optimisation. Donc, quels sont les objectifs finalement? Donc, est-ce que c'est dans une démarche pour automatiser les tâches chronophages et répétitives, pour améliorer également la gestion des relances et du recouvrement, et aussi dans une démarche pour sécuriser les paiements et optimiser la trésorerie? Voilà, donc tous ces éléments-là, une fois que c'est ça, c'est fait pour quoi? Bah, c'est fait pour que vous puissiez passer à l'action. Et je rappelle, j'entendais encore une fois une émission à ce sujet, vous le savez tous, Internet ne connaît pas le temps. Et c'est pour ça que ça fonctionne. On envoie des petits paquets, et après, il y a une synchronisation TCP/IP, sans rentrer dans le détail. Mais par contre, vous ne pouvez pas l'ignorer. Et au 1er septembre 2026, j'ai tendance toujours à répéter ce que nous a dit Stéphane Eustache, à savoir le chef de projet sur cette réforme, c'est qu'au 1er septembre 2026, nous devons être opérationnels. C'est le début de l'obligation, donc la fin du projet pour vous. Et donc, ce n'est pas pour accélérer les choses, mais c'est quand même se dire que si tout ce qu'on vous a présenté, vous ne l'avez pas encore fait, il est temps d'agir. Donc, mise en place d'une équipe projet, c'est le premier conseil qu'on vous donne. Et après, je vais vous parler de quelque chose qui est fondamental. J'en ai un tout petit peu abordé, c'est le référentiel. Alors, je vais prendre quelques secondes pour vous l'expliquer. Le référentiel, c'est pas seulement la réforme de la facturation électronique, c'est pas seulement une obligation. C'est une transformation, je dirais, structurelle qui va reposer sur un élément fondamental. La qualité et la fiabilité de votre référentiel client-fournisseur. On ne peut plus se baser sur Justine, sur moi, sur Marie-Christine, sur Stéphane, sur Bertrand, pour savoir est-ce que pour ce client-là, on l'envoie toujours de cette manière. Non, le référentiel et la qualité doivent être importants. Donc, on doit avoir un référentiel à jour, une condition sine qua non pour que cela fonctionne. Donc, il va falloir réaliser un diagnostic des données de métiers existantes. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est critique? Parce qu'une facture électronique doit contenir toutes les informations. Et si on n'a pas toutes ces informations, ça va entraîner un rejet. C'est un retard de paiement, un impact indirect sur votre trésorerie et à terme, un risque pour votre activité. Donc, ce référentiel est important. C'est un enjeu stratégique pour vous. Il est important d'en tenir compte, d'en discuter avec votre éditeur, vos intégrateurs et les spécialistes tels que Simtrax dans le cadre de la facturation. Ensuite, il va falloir identifier avec qui on travaille. Est-ce que je travaille l'identification des tierces également? On a vu client-fournisseur, mais est-ce que je fais du tierce payeur, du mandataire de facturation, les mandataires de paiement, les intermédiaires? Tous les intermédiaires, il va falloir les identifier. Un simple écart sur un IBAN ou un SIRET, on l'a vu, peut-être un mauvais adressage. Dans cet adressage, on appelle ça, je dirais, une maille d'adressage. Elle est de 4 niveaux. L'IBAN, on a le SIREN, le SIRET, le code service et la plateforme derrière, avec d'autres petits éléments. Donc ça, ce code d'adressage, il doit être fait de manière automatique et c'est référentiel qui va le permettre. Piloter interne avec un déploiement global, tester vos processus, ça va être très important également dans le passage à l'action. Alors maintenant, je dirais que je vais terminer par le diagnostic une fois réalisé. Justine, il va falloir faire des choix. Le choix, effectivement, le plus important, peut-être pas, mais en tout cas, ça fait partie de la démarche. Oui, tout à fait. Et il va falloir bien choisir. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de communication commerciale. Vous allez être démarché, peut-être que vous l'êtes déjà, même par nous, peut-être, ça se trouve. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, mettez-le là tant que vous n'avez pas fait ce diagnostic ou alors si vous voulez qu'on vous aide à faire ce diagnostic. Pour ensuite choisir votre réception au plus tard en 2026 pour commencer les phases de test et pas commencer. Je rappelle qu'à partir de début 2026, toutes les PDP pourront inviter leurs clients sur la base du volontariat à tester la facturation électronique. C'est ce qu'on proposera à nos clients, bien entendu. Et la plateforme d'émission. S'assurer la conformité légale, c'est le travail de la PDP. On n'a plus besoin de s'en occuper. Et ça, c'est la bonne nouvelle de ce communiqué. Alors, si on regarde de manière synthétique le délai d'un projet, on s'aperçoit qu'il existe plusieurs phases. Oui, exactement. Et donc, il y a plusieurs phases, comme vous pouvez le voir ici. Donc, en général, voilà, ça démarre par une phase avant-vente qui, sur 3 semaines environ. Ensuite, c'est le diagnostic qu'on réalise. Diagnostic, oui. Voilà, c'est l'état des lieux. C'est de comprendre quelle est votre maturité vis-à-vis de la réforme, vis-à-vis des outils que vous utilisez. C'est comprendre tout ça. Travailler aussi avec les personnes, parce que les personnes sont
impliquées. C'est elles qui, au quotidien, vont utiliser et vont faire de ce changement une réussite. Puis ensuite, une phase R&D, hein, un mois en général. Voilà, ce qu'on appelle la phase R&D, c'est-à-dire la phase d'intégration avec votre système d'information. C'est pas tellement du développement, c'est du paramétrage, c'est de savoir comment on va s'intégrer au niveau de vos outils. On a fait cette analyse, ce diagnostic, on met les choses en musique. Et puis après, il y a la phase pilote et la phase avec les utilisateurs clés où on va devoir mettre effectivement en production ou en tout cas en qualification l'ensemble du processus pour ensuite basculer vers la phase de production et ce follow-up. Parce que ce follow-up, ce qui est bien, notamment avec nos équipes, c'est que vous n'avez pas besoin de tickets. Il y a quelqu'un qui vous est dédié pendant cette phase-là pour faire tous les ajustements nécessaires. Donc, on voit quand même que ça présente quand même quelques semaines. Et ça, c'est sans compter votre environnement et votre maturité. Donc, ce n'est pas négligeable en soi. Alors, pourquoi nous choisir? Vous allez dire, on va parler quand même un petit peu de nous sur cette fin. Choisir sa PDP, c'est définir des critères. Enfin, c'est de faire un diagnostic qui va en découler certains critères pour vous. Et au sein de ces critères, qu'est-ce qu'on trouve, Justine? Alors oui, il y a plusieurs critères pour bien choisir sa PDP, puisque forcément, choisir une PDP, c'est une décision stratégique pour toutes les entreprises. Donc, quels sont les critères à considérer? Tout d'abord, une expertise qui est éprouvée en dématérialisation de factures, une ouverture à l'international pour la gestion des factures transfrontalières, une interopérabilité avec les outils existants et les autres plateformes, une évolutivité de la solution selon la croissance de l'entreprise et si le volume de factures augmente au fur et à mesure. Et puis enfin, l'accompagnement aussi qui est aussi important à prendre en compte pour faciliter un petit peu la mise en œuvre. Tout à fait. J'étais un petit peu coupé, je m'excuse, j'ai un peu accéléré. Tout ça pour dire, parce qu'il nous reste quelques minutes, la liste des PDP, elle est disponible effectivement sur le site de l'État, mais ça ne vous dira pas d'où on vient. Et donc, ce qui est important, c'est que vous avez 87 PDP qui sont immatriculés sous réserve, je rappelle, c'est sous réserve qu'on est immatriculé, 2 dossiers de candidature PDP qui sont en cours de validation, et il y a eu quand même 35 candidatures refusées. Ça, c'est pas rejeté, pardon, mais c'est pas négligeable en soi. Donc, c'est pour vous dire tout le travail qu'ont dû réaliser l'ensemble des PDP pour pouvoir suivre ce processus d'immatriculation. Donc, début de la phase de test octobre 2025, octobre-décembre, levée des réserves par l'administration, février 2026, mise en production, lot 1 annuaire, et on va tester l'annuaire, on va pouvoir adresser, ça veut dire les factures électroniques, et le lot 2, ensuite, on va pouvoir échanger sur la partie e-reporting. Donc, Cimtrax, vous l'avez peut-être appris par les réseaux sociaux ou en nous suivant, a rejoint la liste officielle des PDP depuis avec sous l'immatriculation provisoire 085. On a beaucoup travaillé pour accompagner nos clients qui nous le demandaient. Et donc, on a voulu, de par notre expertise, la mettre au service de nos clients, mais aussi des entreprises avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relation. Donc, pour cela, on propose une solution. Cette solution s'appelle Compleo Invoice Platform. C'est une plateforme totale, agnostique, qui ne dépend pas de votre ERP, qui peut s'interfacer avec tous vos ERP au sein de votre système. Donc, vous pouvez le regarder effectivement. Vous avez la réception, n'importe quel canal de réception au niveau national, européen, international, en émission également. Vous pourrez faire tout votre rapprochement et votre conciliation comptable, votre conciliation bancaire, enfin tous les éléments, la diffusion automatique, la mise en conformité de vos factures sortantes, et puis bien sûr le tableau de bord pour que les utilisateurs puissent avoir un suivi temps réel et éventuellement agir sur ce cycle de vente, ce cycle de vie, pardon, vous voyez, lapsus révélateur. Et donc à partir de là, il est important pour vous de le comprendre. Nous avons terminé, nous rentrons sur les questions et les réponses par rapport à ça. La seule chose que j'ai à dire effectivement sur Cimtrax, c'est que ça fait 35 ans d'expérience. On accompagne les entreprises depuis 35 ans dans la digitalisation de processus et en particulier sur la facturation électronique depuis une quinzaine d'années et depuis 2017 sur Chorus, en 2016 même quand on a commencé. Donc, on a vraiment une compétence. Et nous, on ne vient pas en fait remplacer l'existant. Si vous avez un référentiel, notre plateforme, elle est l'objectif suivant, vous assurer une mise en conformité le plus rapidement possible. Si vous avez besoin d'une PDP qui va devoir rajouter de l'archivage électronique à valeur probante, rajouter des fonctionnalités parce que vous souhaitez avoir un référentiel au niveau de vos ERP, au niveau de vos fournisseurs, ce n'est pas forcément vers ce type de solution comme la nôtre que vous devez effectivement vous rapprocher. Par contre, si vous avez tout un environnement déjà en place, qu'il soit, quel que soit son niveau, son temps
ancien, nouveau, là, on va être hyper réactif, on va pouvoir connecter tout ça et mettre en musique l'ensemble de la facturation électronique au sein de votre établissement. C'est là-dessus qu'il faut effectivement, c'est ce qu'il faut retenir de notre côté. Alors, au niveau des questions-réponses, on va rapidement les prendre. Je voudrais juste finir par, si tu me le permets, Justine, 5 points clés à retenir. Le premier, c'est le cadre juridique renforcé, vous l'avez compris. Un calendrier désormais confirmé. Justine, tu as confirmé? Tout à fait, oui. Et un diagnostic indispensable à réaliser de votre côté. Une ou plusieurs PDP à sélectionner et une mise en œuvre à planifier dès à présent. Effectivement, le temps est important, comme dirait la chanson. Donc, à partir de là, sur ces points clés, je vous ouvre un dernier vote si vous avez un tout petit peu le temps pour pouvoir effectivement répondre à ça. Et on va essayer de répondre en parallèle de ça à quelques questions que vous avez pu nous adresser. Ah, il y en a quelques-unes. Alors, très bonne question Valérie, merci. Comment est calculé le délai de paiement à partir de quel statut de la facture? Eh bien, c'est un sujet qui va être abordé dans la commission AFNOR. Ce n'est pas tout à fait clair. C'est pour ça que vous pouvez avoir plusieurs sons de cloche qui peuvent arriver à vous. Aujourd'hui, ce qui se dit, c'est au moment de déposer. Mais si la facture est mise en litige, comme aujourd'hui sur Chorus, on a vu que ça a été très mal géré sur la partie Chorus Pro. On y travaille justement pour que ça soit mieux géré et que la justification des refus soit listée, qu'on ne puisse pas refuser comme ça n'importe comment une facture. Donc, tous ces éléments-là restent en suspens. Mais ce qu'il va falloir retenir, c'est qu'au moment où elle sera déposée, donc mise à disposition de la personne du destinataire, le délai va pouvoir commencer. Hein, j'espère avoir répondu un tout petit peu. Est-ce que PayPal a été validé par la commission AFNOR pour l'interopérabilité des PDP? Alors, bonne question encore une fois, Valérie. Ce qui se passe, c'est que PayPal a été validé par la commission AFNOR. Je dirais que c'est un petit peu deux sujets différents. Il y a une commission qui va être dédiée à PayPal et on a un pilote qui est en place et AFNOR qui va effectivement s'occuper du reste. Donc, c'est un petit peu en parallèle, d'accord, qui va s'effectuer au niveau de ça, sur l'interopérabilité des PDP. Car il y a deux interopérabilités. La manière de discuter qui peut être à travers PayPal, mais aussi les API, d'accord? Et AFNOR va s'occuper des API et les PayPal va être à côté. Si on envoie déjà des factures Chorus au format fichier FactureX, il n'y a pas de changement à faire. A priori, Yann, non. Mais par contre, il faudra vérifier quel est le format qui va se situer derrière. Est-ce que le XML, c'est de l'UBL, du C2I? Est-ce qu'il contient l'ensemble des mentions obligatoires? Car je rappelle que nous avons modifié au CGI, effectivement, 289 bis de l'article du CGI, les mentions obligatoires. Donc, il y a quelques mentions obligatoires complémentaires qui vont être à transmettre, à vérifier sur ce point. On aura donc uniquement les factures des clients français assujettis à la TVA, mais comment on sait si on doit envoyer une facture par PDP si on est dans l'annuaire? Si votre client est dans l'annuaire, alors vous allez devoir envoyer votre facture à travers une PDP, tout simplement. Donc, c'est un sujet intéressant. Emmanuel, quitte de l'archivage des factures électroniques selon la norme AFNOR 42013. Alors, elle reste, d'accord? Il y a d'autres normes sur l'archivage électronique. Et ça, il faut bien distinguer. Moi, artisan qui stocke mes factures dans mon tiroir, Justine, entreprise qui stocke sur ses serveurs, et une autre entreprise type Simtrax qui va faire appel à un prestataire extérieur. Et là, qui doit effectivement respecter un certain nombre de règles, de normes. D'accord? Donc, il faudra bien distinguer les choses. Pour l'instant, ça n'a pas été touché, mais il y a une commission qui y travaille. Autre question, est-ce que la solution Compléo va couvrir aussi les besoins similaires en Espagne et à d'autres pays? Absolument. Très bonne question, Karim. On va pouvoir couvrir effectivement l'ensemble des choses. On couvre déjà la Malaisie, on couvre déjà l'Arabie Saoudite, nous couvrons plein d'autres pays, nous couvrons déjà aussi Mercurius à travers les plateformes privées, à travers le réseau PayPal, puisque nous sommes Access Point PayPal. Donc, on va pouvoir y faire. Les micro-STE en franchise de TVA dépendent-elles de la réforme? Oui. Alors, les franchises en base, c'est pour ça que c'est monté à 8 millions d'entreprises, parce que les franchises en base. Alors, vous avez vu qu'il y a eu un sujet très important qui a été traité à l'Assemblée. Est-ce qu'on va baisser le seuil? On ne l'a pas baissé, on n'y touche pas pour l'instant. Donc, ça veut dire qu'il y en a certains qui vont échapper à cette mise en réforme. D'accord? Mais même les franchisés en base sont concernés par cette réforme. Voilà. On a fait le tour. On a dépassé un tout petit peu le temps. Je crois qu'il y a eu un sondage là, qui... Je ne sais pas si on a mis en ligne un deuxième sondage, il me semble. J'ai vu qu'il avait été terminé. Partagez les résultats. Partagez les résultats. Donc, on a 68% de phase d'analyse et nous avons assurer l'intégration avec notre ERP 25%, adapter nos processus internes 25%. On voit que c'est quand même un projet de groupe avec une équipe interne, externe. Je n'arrête pas de dire en conclusion, si tu me le permets, Justine, que nous sommes dans une phase d'accélération.
Maintenant, ce qui est bien, c'est que les rôles sont définis. Votre rôle est défini. Vous devez vous focaliser sur vous-même et quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre avec cette réforme de la facturation électronique. Pour le reste, on s'en occupe. Nous avons un maître d'œuvre, la DGFiP. Nous avons un maître d'ouvrage. Toutes ces équipes-là ont été renforcées. Je les ai rencontrées vendredi dernier. Elles ont été renforcées. Et ce sont des gens d'une extrême compétence. Ça, c'est un point extrêmement positif, ce qui n'était pas le cas au préalable. Donc, les règles du jeu sont mieux définies. Le cadre est maintenant posé. On peut construire sereinement, à l'aide de notre UL, l'ensemble de ce système. Il ne reste plus qu'à nous vous remercier d'avoir participé à cette conférence, que vous soyez en live ou en replay. On vous dit à très bientôt. Toutes nos équipes sont à votre service pour répondre à vos questions. C'est un point d'honneur pour nous d'être compétents et à connaissance du marché, effectivement, sur l'ensemble des aspects techniques, tant fiscaux, où on se fait aider. Je dis un grand bonjour à Lucien qui peut effectivement regarder cette conférence aussi. Et nous avons effectivement d'autres acteurs dans un écosystème. Et ce sont tous ces écosystèmes qui vont faire de ce changement une réussite. Justine, merci beaucoup. Merci à toi, Marc. C'était très intéressant. Merci à vous. Merci à Webikeo, la plateforme. On vous dit à très bientôt. Nous serons sur la journée de la facturation électronique qui aura lieu au mois de mai. Nous aurons notre présence ici. Nous allons réaliser aussi des tables rondes, participer à plein de présentations. Nous ferons appel aussi à la DGFiP pour qu'elle puisse vous expliquer à sa manière cette réforme. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre. Et merci d'avoir pris le temps de nous suivre. Au revoir. Merci, au revoir.